Donc on continue dans cette journée où on s'interroge sur la représentation médiatique de nos quartiers avec la deuxième table ronde qui va nous occuper donc en ce début d'après-midi, animée avec brio par Jérôme Bouvier. Donc quelle responsabilité des médias dans la construction de cette mauvaise réputation. Mais avant, Jérôme, que tu nous présentes ton panel de très haute qualité, je vous propose qu'on regarde une vidéo qui sont des paroles d'habitants de quartiers populaires. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les journalistes, les médias traitent les quartiers populaires ? Ils traitent les banlieues sans y être allés, je pense. Peut-être aussi il faut avoir une vision un peu plus subtile, un peu plus réfléchie sur certains quartiers. Souvent, on a tendance à regarder tout ce qui ne va pas, mais on oublie de regarder les gens qui se mobilisent, tout ce qui est fait dans certains quartiers, et tout ce qui donne un peu l'identité au quartier lui-même, quoi. Je pense qu'ils connaissent pas vraiment les quartiers, donc ils le font d'une façon avec leur vision à eux de journalistes, donc issus d'une classe un peu différente que celle des banlieues. Donc effectivement, c'est un peu comme s'ils allaient au zoo, quoi, un petit peu, comme la majorité des Français en fait. Très peu de gens connaissent les quartiers, notamment en province. Quand on parle des banlieues, en général, on s'imagine tout de suite que ce sont des gens, il y a beaucoup d'insécurité en général et tout ça. Bon, moi je dirais plutôt qu'il faut mitiger. Il y a peut-être des zones qui sont un peu plus chaudes que d'autres, des bâtiments, on va dire. Mais je pense que tout ça, ça relève de l'éducation. Je regarde beaucoup des chaînes comme BFM et je trouve que c'est pas... Au fait, on en parle seulement quand il y a des problèmes, quand il y a moyen de stigmatiser. Que ça soit spectaculaire, il faut que ça soit... que ça attrape l'œil, mais pas obligatoirement que ça soit une observation un peu plus réfléchie, qui nous fasse réfléchir, quoi. Ils ont rajouté une couche, ils n'ont jamais vécu dans un quartier, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils écoutent les soi-disant dit, alors qu'il n'y a rien de tout ça dans les quartiers. On va nous parler de la criminalité, on va nous parler des zones défavorisées, mais jamais on va vraiment dire, allez, on va dans les quartiers populaires, faire un papier, faire un truc, parce qu'il se passe quelque chose de bien, quelque chose de positif, et Et à l'arrivée, voilà, ça sert pas beaucoup au fait. Ben voilà, une introduction qui... Donc, Kaina TV, j'en déduis, comme c'est une télé locale de Toulouse, qu'il s'agit donc des quartiers de Toulouse, la parole des quartiers de Toulouse. Donc, bonne introduction à notre deuxième débat de la journée, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, et merci d'être des nôtres. Vous nous direz, après les témoignages d'élus de ce matin, si vous partagez leur regard sur ce constat assez comment dire, affligeant, hein, sur la fracture entre journalistes et quartiers populaires. À ses côtés, Sébastien Rochard, journaliste et coordinateur de l'association Report Cité, qui donc à Angers notamment fait un gros travail d'éducation à l'information et aux médias, et qui était la semaine dernière parmi les nommés des prix éducation aux médias des assises du journalisme. Pascal Collisson, responsable pédagogique de l'IPJ Paris, l'Institut professionnel de journalisme de Paris, qui est une des 14 écoles reconnues de la profession, et qui est sans doute celle qui
anime le mieux la question au sein du mouvement des écoles, la question de la diversité sous toutes ses formes, la parité aussi, la place des femmes dans les écoles. Et on va évidemment parler de l'éternelle question de savoir si les journalistes représentent la diversité de la société française aujourd'hui. Patrick Evenot, qui est historien de la presse, chercheur, et qui est président, c'est surtout ici à ce titre qu'il est des nôtres, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, qui est un organisme associatif qui regroupe des journalistes, des éditeurs entendez des patrons de presse, et des citoyens, du grand public, pour mettre en débat la qualité de l'information qui est produite sur nos médias chaque année, et qui a remis donc la semaine dernière aux Assises du journalisme le bilan 2019 de l'Observatoire de la déontologie de l'information, et qui milite, nous en parlerons, à côté d'autres, pour la création d'un conseil de presse ou d'un comité d'éthique des médias d'information en France, sujet qui est d'actualité au niveau ministériel, puisque le ministre de la Culture a confié une mission à Emmanuel Logue, l'ancien patron de l'AFP, pour que ce conseil de presse puisse éventuellement voir le jour. On attend d'un jour à l'autre la remise de ce rapport. Et on termine avec Carole Sterlet, qui est journaliste au Parisien depuis une vingtaine d'années maintenant. Je tenais à ce que Carole soit là parce qu'elle fait un travail remarquable au Parisien sur le 93. On s'est connus, ça me permettra de dire un mot d'où je parle, en 2005 à Clichy-sous-Bois, puisqu'elle a couvert les événements pour le Parisien, et ça m'a permis de voir à la fois le formidable travail qui pouvait être fait en local et la non-connaissance de ce travail par les jeunes qui ne voyaient que ce qu'ils ne voyaient pas, d'une certaine manière, dans les écrans de télé, et qui ne lisaient peut-être pas d'ailleurs le Parisien à l'époque, mais peut-être que ça a changé depuis, sur la méconnaissance des banlieues. Donc, effectivement, moi, l'association Journalisme et Citoyenneté que j'ai créée, et j'en dis juste un mot là, c'est après la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois et la fracture médiatique terrifiante qu'il y avait à l'époque entre médias et jeunes des quartiers, l'incompréhension. C'est ça qui nous a amené à créer Journalisme et Citoyenneté. Et si j'en dis un mot, c'est parce que, au-delà de ce qu'on a pu faire à Clichy-sous-Bois, je suis frappé de voir la similitude de diagnostic et de constat de ce qui se passe depuis 3 mois avec la France des Gilets jaunes ou la France des ronds-points, qui, on pourrait mettre, j'allais dire mot pour mot, un certain nombre de prises de conscience qui ont eu lieu en 2005 dans les quartiers populaires et qui ont été répétées aujourd'hui avec le sentiment parfois qu'on fait du surplace. Donc justement, le but de notre discussion là, c'est d'essayer d'être un peu porteur de solutions, pas simplement de ressasser peut-être ces difficultés que nous avons pu encore mesurer ce matin, pour essayer de voir comment les choses évoluent peut-être et comment elles peuvent évoluer encore mieux. Donc à vous la parole, Madame le maire, Hélène Geoffroy. Votre regard, vous avez... Est-ce que vous avez vu une évolution négative, positive? Est-ce que vous voyez en tout cas les choses bouger en matière de rapport entre les habitants des quartiers populaires et les journalistes et les médias? J'ai plutôt l'impression, le sentiment d'une défiance qui augmente, mais je crois qu'elle est celle que l'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on peut voir passer. Donc moi, je suis maire de Vaux-en-Velin, une ville qui a connu des émeutes urbaines en 1990, c'est-à-dire l'année prochaine, ça fera 30 ans, et qui, heureusement, n'en a pas connu d'autres depuis. Et pourtant, à chaque moment de difficulté ou de violence urbaine dans une ville en France, c'est vrai que le nom de la ville de Vaux-en-Velin revient, même s'il ne se passe rien. Ça a été le cas en 2005, où tous les médias dans leur ensemble, mais chacun se demandait est-ce qu'il se passe quelque chose à Vaux-en-Velin, et ça a été le cas depuis que j'ai été maire, où chaque fois qu'un sujet se produit dans une autre ville, le premier réflexe, c'est peut-être pour moi le premier sujet sur lequel il faudrait réfléchir, c'est comment on sort finalement d'un cercle étroit sur lequel l'ensemble des médias se penchent. Chaque fois qu'il y a un sujet qui concerne un territoire qui peut être très éloigné géographiquement de Vaux-en-Velin, c'est un sujet qui n'a rien à voir. La dernière fois que j'étais appelée,
c'est lorsque il y a eu un effondrement d'immeubles à Marseille avec les morts, et je me suis demandé pourquoi on m'appelait à Vaux-en-Velin particulièrement pour savoir si j'avais des immeubles en péril, étant donné que nous sommes en programme de renouvellement urbain accéléré, on n'est absolument, enfin, plus le sujet, et que le réflexe naturel a été celui-là des journalistes au niveau national. C'était pas les journalistes, évidemment, de la métropole de Lyon. Et donc, ceci explique peut-être que cette défiance puisse s'accroître, parce que les dommages sont longs. Hein. J'ai été secrétaire d'État à la politique de la ville, j'ai fait un tour de France important, et à chaque fois que j'ai dit que j'étais avant maire de Vaux-en-Velin, que j'habitais Vaux-en-Velin, chaque fois cela a parlé. Parce que la différence, c'est que moi, c'est pas un quartier, c'est une ville entière qui est du coup regardée comme particulière. Et donc, au moment où nous en sommes aujourd'hui, ce traitement entraîne chez les habitants de ma commune une défiance. Et quand les journalistes viennent et vont faire un tour de la ville, ils ne sont pas maltraités ou malmenés, simplement les gens hésitent à répondre aux questions en se demandant qu'est-ce que le traitement donnera et qu'est-ce qu'il en sortira. Et presque toujours les habitants posent la question suivante, mais est-ce que vous retiendrez quelque chose de bien de ce qu'on a dit? Donc on est à ce moment-là qui me semble un peu critique dans la relation et sur lequel nous travaillons à l'échelle de la ville dans la formation de nos jeunes, de nos adultes sur la question de la lecture des médias, du travail avec eux, parce que je ne voudrais pas qu'on rentre dans une opposition, parce qu'il n'y a pas de sens entre médias et habitants de la commune, mais il y a des raisons d'être dans cette méfiance. Et puis enfin, parce que c'est un sujet aussi... l'autre partie de la réponse était on forme le lectorat, mais peut-être pouvons-nous avoir des personnes issues des quartiers populaires qui deviennent journalistes. Il y en a aujourd'hui. Il y a eu des programmes, je sais, divers et variés, mais qui n'ont pas permis, me semble-t-il, et je pense que mes collègues maires partageront cet avis, de changer profondément la façon dont on traitait les événements et le regard. Alors on échangeait un peu en amont de la table ronde, sûrement parce que les jeunes journalistes issus des quartiers populaires ensuite rentrent dans le moule classique d'une rédaction ou d'un média. Mais c'est vrai que ce qui pour moi était une partie de la réponse, avoir un public plus divers dans les rédactions, dont je pense qu'il est plus divers aujourd'hui, n'a pas changé profondément en tout cas la façon dont nos quartiers populaires sont regardés, parce que rarement nous sommes interrogés pour des sujets classiques. Je sais pas, il y a un texte de loi qui passe sur n'importe quel sujet, l'éducation, la santé. Pourquoi ne sommes-nous jamais interrogés alors que nous avons des choses à dire? Je parle des professionnels de ces secteurs, pas des élus locaux, pour partager un débat national, parce que le traitement de l'information contribue à rester sur un eux et nous entre les centres-villes et les quartiers populaires. Et je pense que c'est là où le bas blesse en réalité en profondeur, c'est qu'on ne se sent pas faire partie d'un même ensemble. D'un côté et de l'autre d'ailleurs, et qu'il faut en sortir pour que la perception, ça a été dit ce matin, quand on arrive dans un quartier populaire, on se dit, quelqu'un a dit on va peut-être au zoo, j'aurais pas le terme aussi fort, mais on se dit on va sur un territoire dont on se dit il peut nous arriver ci et cela, et on ne se dit pas qu'on est simplement dans une autre ville de France tout le temps, enfin pour ceux qui viennent parfois d'autres territoires, qui ont grandi dans d'autres villes, et c'est là où... j'espère qu'en tout cas le travail de formation, et j'espère qu'on en parlera aujourd'hui des journalistes, l'intégration de journalistes venus de parcours divers, et puis enfin le travail que nous avons à faire dans nos villes, qui consiste aussi à avoir un lectorat exigeant, qui écrit aux journaux, qui se proteste comme des habitants commencent à le faire, parce que je crois beaucoup à cela. Quand les habitants eux-mêmes disent on est lecteur de vos journaux, on regarde vos émissions télé, on n'a pas apprécié ce qui s'est dit, que nous aussi nous soyons en capacité de réagir quand cela est nécessaire. Vous me disiez tout à l'heure, effectivement, en préparant ce débat, que vous étiez très étonné que sur un médecin, par exemple, qui travaillerait à Vaux-en-Velin et qui serait un spécialiste du vaccin, ne sera pas interrogé sur la question du vaccin, mais sur la question de Vaux-en-Velin. C'est-à-dire que c'est toujours le territoire qui prime sur la spécialité, comme s'il ne pouvait pas s'exprimer au nom de la communauté médicale. C'est ce que j'ai beaucoup ressenti, parce qu'on viendra l'interroger en disant « Est-ce que c'est pas dangereux d'être médecin à Vaux-en-Velin ?»
Est-ce que vous ne faites pas plus agresser qu'ailleurs? Et on ne viendra pas l'interroger en lui demandant vous avez quelque chose à dire de la loi santé qui est en débat, par exemple, aujourd'hui, parce qu'il a quelque chose à dire de pertinent et qui parle à tous les Français. Parce que, de toute façon, les publics, les habitants qu'il reçoit n'ont jamais que les mêmes problèmes que tous les Français sur les questions d'accès aux soins qui ne connaissent pas les banlieues, mais aussi les remboursements des médicaments, enfin les pathologies. Bref, et sur tous ces sujets-là, effectivement, cela permettrait, me semble-t-il, de contribuer à raccrocher les territoires ensemble. C'est Maïmina Terman qui parlait aujourd'hui de ce qui fait sens commun. Quand on regarde les mêmes émissions, quand on se construit une forme de cohésion, eh bien moi aussi je crois que ça y contribue quand on est tous ensemble à parler de mêmes sujets qui intéressent le plus grand nombre. Et que nous ne soyons pas spécialisés uniquement à la banlieue sur les sujets de sécurité, de drogue, de radicalisation et d'immeubles qui s'effondrent, parce qu'on peut parler de plein d'autres sujets très bien. Mais voilà, mais peut-être c'est une interaction comme les débats d'aujourd'hui qui nous permettront d'avancer et nous aussi d'être, je le redis parce que je pense qu'il y a une partie du travail chez les médias et puis nous avons à nous imposer peut-être plus dans le débat public et peut-être nous, en tant que pouvoir public, association structurante de nos villes, pouvons-nous accompagner aussi cela. En tout cas, c'est une réflexion dans laquelle j'ai envie d'entrer. Merci beaucoup, Hélène Geoffroy. On aura l'occasion de revenir dans le débat sur toutes ces questions. Carole Sterlet, depuis 2005, donc, quel regard vous portez sur l'évolution du rapport entre les habitants des quartiers de Clichy, de Montfermeil, de la zone que vous couvrez éditorialement pour le Parisien, et vous? Est-ce que vous êtes dans un rapport différent parce que il y a de nouveaux publics qui arrivent, ou bien au contraire c'est un public vieillissant et vous avez perdu le contact avec les jeunes qui ne lisent plus la presse traditionnelle? Les jeunes ont vieilli aussi, hein. Ils font pas exception. Ça marche? Ouais, ça y est. Mais moi, mes rapports sont très bons avec le terrain. Enfin, j'ai pas effectivement, on est pris à partie régulièrement. Mais de la part des élus aussi. Il y avait le maire de Sevran tout à l'heure. Je sais que son opposition était quand même très virulente sur le thème il faut arrêter de parler de nous en négatif, il faut changer l'image de la ville, et il n'y a pas un conseil municipal sans que ça transpire. Voilà. Alors, mon rapport au terrain, il est plutôt bon, parce que sur la durée, on construit des relations de confiance aussi. On multiplie les contacts aussi, donc on ne se cantonne pas non plus à des interlocuteurs qui vont vieillir avec nous. Et voilà, le but du jeu, c'est aussi de rester proche du terrain, de rester proche de la jeunesse. Et quand on vieillit soi-même, on n'a pas tout à fait le même rapport quand on a 20 ans que quand on en a 40 pour parler à ou des jeunes qui pourraient être nos enfants, ou alors des jeunes qui pourraient avoir notre âge aussi. Donc il y a ce rapport-là aussi. Moi, j'ai pas de gros soucis de confiance ou de défiance. Bon, même si ce que j'expliquais tout à l'heure avec nos collègues de radio locale, oui, il y a de la défiance, mais est-ce qu'il y en avait moins avant? Et qui n'est pas défiant vis-à-vis des médias? On parle des habitants des quartiers, mais moi, cette remarque-là, la crainte de l'amalgame, la crainte de la généralisation, on l'entend de plein de catégories de professionnels. La police est aussi dans ce rapport-là vis-à-vis des médias, même si on peut estimer qu'il y a une connivence plus forte, la police avec les médias ou avec certains journalistes. Cette critique de la généralisation, vous nous faites tous passer pour des ripoux, des délinquants, quand je fais un reportage au tribunal de Bobigny pour expliquer que les délais de divorce sont plus longs qu'ailleurs, 1 an, contrairement à Paris où il fallait 2 mois pour divorcer, quand on voit tous les problèmes que ça pose à l'issue, pas de décohabitation possible, enfin tout ça. Voilà, les magistrats ou les avocats qui sont à Bobigny se disent oui, pourquoi on nous fait passer encore, mais il n'empêche, on décrit cette situation-là aussi. Alors bon, là je vous parle, je mélange un peu tout, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des choses à faire dans les rédactions, au sein des médias. Là, on parle des nouveaux journalistes, de la formation des nouveaux journalistes, et effectivement la diversification des regards.
elle est pour moi fondamentale. Moi, j'ai pas grandi dans un quartier populaire, j'ai grandi à la campagne, mais je me sens pas illégitime pour travailler en banlieue, dès lors qu'on le fait avec rigueur, conscience et respect. Voilà. Mais on n'est pas là pour faire ou du positif ou du négatif. Il se trouve que la banlieue est souvent reléguée à un traitement fait diversier ou religieux. Enfin, faut reconnaître ce qui est. La rédaction en chef nous sollicitera peut-être plus spontanément sur des sujets en lien avec l'islamisme radical qu'avec le quotidien des habitants du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, copropriété, où sur une barre de 12 étages, il n'y a plus de lumière et plus d'ascenseur depuis 8 mois et où on descend les handicapés à dos d'homme. Bon, voilà. Mais il n'empêche que ce sujet-là, on le fera, nous. Et il passera peut-être que dans les pages locales, mais avec Internet, il sera vu ailleurs, il sera repris par d'autres. Donc on arrive aussi à faire passer des choses. Et l'islamisme radical, eh bien, à certains moments, on va en parler, mais si on estime que non, il n'y a pas une cité où on va pouvoir aller enquêter sur la recrudescence de musulmans radicaux, parce que, ou un quartier où il y aurait une recrudescence de femmes en burqa, ben on ne va pas le faire. Et puis, oui, il y aura peut-être une demande forte, mais il n'empêche que c'est nous qui allons sur le terrain. Donc, les fantasmes, ils sont partout. Ils sont y compris à la tête des rédactions en chef. Nous-mêmes, quand on va faire un sujet sur le terrain, on a une idée préconçue. Il faut arrêter de dire qu'il faut se départir de tout ce qu'on peut imaginer. On est des humains, on est le fruit de notre propre histoire, de nos propres peurs, de nos propres fantasmes. Enfin, par contre, il faut savoir écouter les gens et peut-être aller là où on ne serait pas allé, ou diversifier les sources et pas toujours s'en remettre aux mêmes personnes. Mais il faut arrêter de dire que il ne faut pas y aller avec une idée préconçue. On y va avec une idée préconçue. On va faire un sujet, on a lu que, on a su que, on nous a appelé pour telle chose. On y va avec cette idée-là. Et puis, on revient avec pas forcément la même chose que ce qu'on est parti chercher. Mais c'est ça le terrain, c'est ça notre boulot. C'est de confronter ce qu'on apprend avec ce qu'on voit et les autres sources qu'on peut avoir pour ou infirmer ou nuancer, parce que c'est ça aussi. Voilà le sujet. Alors, votre regard est intéressant aussi parce que vous êtes donc une fine connaisseuse de cet écosystème du 93. Je ne vous demande pas de jouer les balances dans une question comme celle-là, mais quand vous voyez des reportages faits par les chaînes télé nationales, on va rester générique, est-ce que vous dites mais ils ont fait n'importe quoi, ou est-ce que vous dites simplement ils ont pris une partie de cette réalité et ça va être encore difficile derrière d'expliquer? Est-ce que vous vous sentez déconnecté du travail éditorial qui est fait par les journalistes qui sont dans les grands médias mainstream, qui quand même impriment un peu le débat public sur qu'est-ce que disent les médias? Je pense que les jeunes qui disent les médias parlent mal de nous pensent plus à BFM qu'à votre travail aux Parisiens. Donc est-ce que vous ressentez cette distorsion dans le traitement éditorial, ou vous dites non, c'est simplement parce que le format est différent, le support est différent, l'écriture est différente? Je regarde pas la télé le dimanche soir, par exemple. Je fais autre chose. BFM... Ça, c'est une belle esquive, mais... Moi, j'ai plein de collègues que j'apprécie dans des médias mainstream. Alors, je sais pas, c'est quoi mainstream? Enfin, c'est plutôt... La télé. Je préfère le format long au reportage. J'aimerais pas faire le travail que je fais à la télé, par exemple, parce que je pourrais pas faire le même travail, parce que les contraintes sont beaucoup plus lourdes, donc le temps passé est beaucoup plus court. Enfin, voilà, je pense que, je sais pas si je me trompe, et je sais pas si mon avis sera partagé, mais je pense que le regard sur la banlieue, les quartiers populaires a un peu changé chez les journalistes. Alors, pas partout, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue-là, mais j'ai eu l'impression, moi, de vivre un tournant avec 2005, vraiment, avec les émeutes. Ça répondra pas à la question, parce que... Et alors, sur un autre aspect, on peut reparler du livre Inch'Allah, par exemple. Voilà. Et ça, c'est pas une émission de télé.
Et alors, votre regard là-dessus, on l'a évoqué ce matin rapidement dans le... Je pense qu'on a fait rentrer... on a démontré une hypothèse, en fait. Que l'hypothèse de départ n'a pas été démontrée et qu'on l'a érigée en démonstration. Et il y a des choses qui sont pas exactes dans ce livre. Et d'un mot encore, par rapport au lectorat je sais pas quel est vous avez sans doute des études sociologiques du lectorat du Parisien dans le 93. Il serait étonnant quand même que le jeune public soit différent à Clichy-Montfermeil que partout ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne lit plus les médias papier, qu'il ne lit plus les grands sites d'information et qu'il s'informe autrement via les réseaux sociaux, via ce que lui recommande sa communauté. Donc est-ce que vous n'avez pas l'impression, toujours dans cette question de l'évolution depuis 15 ans, d'avoir perdu un peu le contact, je vais dire au sens... journaliste public, avec ces jeunes-là qui de toute façon ne vont plus sur les médias dans lesquels nous travaillons les uns les autres. Je suis pas persuadée qu'il y a 20 ans, ils le lisaient beaucoup. Hein. Enfin, non, c'est une question. Le public se raréfie, celui du Parisien comme ailleurs, peut-être plus... Sur Internet, il progresse, mais voilà, le modèle économique n'est pas encore trouvé. Si quelqu'un là, il peut nous appeler. Voilà. Après, le marketing et le journalisme sont deux choses différentes. Donc, perdre le contact avec le terrain, avec la jeunesse, je suis pas sûre qu'on nous lit forcément, que les ados nous lisent plus. Mais je suis pas persuadée qu'il y a 20 ans, ils nous lisaient beaucoup non plus, le Parisien. Ils vont peut-être regarder le journal quand il s'est passé quelque chose de précis, que ce soit sur Internet ou le papier, mais plutôt sur Internet, pour voir si on en parle et ce qu'on explique, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir et on reste encore une source d'infos à ce niveau-là. Le réflexe existe encore, mais moi je voulais juste revenir sur une chose. Alors je ne sais pas si c'est le moment, mais on parle de représentation et de mauvaise réputation, et effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire au sein des rédactions, et notamment ce que disait le maire de Grigny et ce que vous disiez, Madame Geoffroy, tout à l'heure. Il faut que les marronniers, ça se passe aussi dans ces quartiers-là, et que le traitement ne soit pas à part de la banlieue et ne se résume pas à certaines rubriques. Ça, on est tout à fait d'accord. En revanche, parler de ce qui ne va pas, je pense que ça fait aussi partie du boulot du journaliste. Les délais qui sont allongés. À Aubervilliers, on a connu un tribunal d'instance qui est resté fermé pendant 3 mois parce qu'il n'y avait pas de greffier. Il y a une rupture d'égalité des droits, avec 200 000 habitants qui ne pouvaient plus aller faire des démarches pour des demandes de nationalité, etc., parce qu'il n'y avait pas assez de greffiers. Et de l'autre côté du périph', à Paris, ça ne se passerait jamais. Bon, au bout d'un moment, il y a des greffiers qui ont été rajoutés, il y a eu des articles, des assistances éducatives qui sont en instance depuis 1 an au tribunal pour enfants. Il faut en parler de ça aussi, on en parle. Et la vie des invisibles dont vous parliez tout à l'heure, enfin à l'autre table ronde, ces invisibles dont on ne parle jamais, ben si, on en parle aussi. Alors, on fait même des portraits de l'acteur phare d'Audiard qui a tourné dans Dipagne. Il habite à Sevran, il est fier d'habiter à Sevran, il écrit des bouquins. Mais bon, ça, c'est pas des choses qui sont beaucoup reprises non plus. Vous voyez ? Merci, Carole. Sébastien Rochard, donc on va croiser les regards. Report Cité, vous êtes journaliste également. Là, on est, je ne sais pas si vous revendiquez l'appellation de médias d'information sociale de proximité, tel que les a défini le ministère de la Culture en créant un fonds d'aide pour ces médias. Est-ce que vous partagez cela? Vous dites non, je suis dans une autre démarche éditoriale? Non, on n'est pas dans une autre démarche éditoriale. Pour revenir très rapidement, et c'est amusant, on pourra peut-être en reparler, Report Cité a été créé à l'époque sur les subventions du ministère de la Culture sur les médias sociaux de proximité, ce qui pose aussi question d'ailleurs, parce que comme quoi l'éducation aux médias ne devrait être qu'en direction des quartiers prioritaires de la ville. Je trouve ça un peu pervers, et on a largement élargi le spectre de l'association depuis, justement pour cette raison-là. On trouvait que c'était assez stigmatisant finalement de se dire l'éducation aux médias ou comment fabriquer l'information, c'est pour les jeunes et c'est à destination des publics prioritaires. Non, l'éducation aux médias, c'est pour tout le monde. Comment on fabrique l'information, c'est pour tout le monde. On pourra peut-être y revenir ensuite. Oui, je partage absolument ce que tu as dit. Plusieurs choses. La première, c'est que je trouve, pour revenir sur la table ronde de ce matin et pour boucler avec ce que tu as dit, on a beaucoup parlé de médias mainstream, de la télévision en l'occurrence, tout ça. Et on a très très peu parlé de la presse quotidienne régionale. Parce que qu'est-ce que lisent les gens en majorité? Je ne parle pas forcément des jeunes, mais je parle des gens en majorité dans les régions. C'est la presse quotidienne régionale.
Moi, je viens d'Angers, il y a 2 presses quotidiennes régionales, Le Courrier de l'Ouest, Ouest France. Ce qui est assez rare d'en avoir 2 oui, sur un territoire. C'est assez rare d'en avoir 2. Enfin, c'est les mêmes puisque le Courrier de l'Ouest appartient à Ouest France. Mais, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que les marronniers, au sein du Courrier de l'Ouest et de Ouest France, je parle de ce que je connais, hein, ils sont traités dans les quartiers prioritaires de la ville, en l'occurrence. Beaucoup sont traités dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, sur la manière, sur ce que tu disais sur la défiance ou la méfiance vis-à-vis des journalistes, effectivement, il faut bien discerner ce qui est un problème très précis entre rapport entre médias et banlieue, et puis ce qui est une défiance beaucoup plus généralisée vis-à-vis des journalistes. Et le mouvement des Gilets jaunes le montre. Sur Angers, par exemple, moi je travaille énormément sur un quartier qui s'appelle Belle-Beille. Je travaille depuis 1 an sur un reportage graphique avec un dessinateur. On y est installé depuis 1 an, et très 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 peu d'habitants de ce quartier prioritaire de la ville sont des Gilets jaunes, en fait. Donc ça veut dire que les Gilets jaunes sont aussi en défiance et en méfiance vis-à-vis des journalistes, donc que c'est très généralisé, et que c'est pas uniquement lié au quartier, en l'occurrence. Sur la presse quotidienne régionale, elle a aussi affaire à ce dont vous parliez ce matin, c'est-à-dire dans la chaîne de fabrication d'un journal, il y a effectivement le reporter qui part sur le terrain, qui va avec un a priori de toute façon, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, et qui revient avec souvent les a priori balayés, avec une parole à porter, et un titre à faire derrière, et ce titre, parfois il est changé par la rédaction en chef sans que le rédacteur lui-même soit au courant. Donc c'est ça aussi la réalité des fois dans les rédactions. Donc ça simplifie pas le rapport qu'on peut avoir derrière quand on retourne sur le terrain, parce que vous imaginez bien que c'est pas la rédaction en chef qui retourne sur le terrain. Le grand drame sans doute de ces chefferies parfois mexicaines, parce qu'ils sont des dizaines à décider, c'est qu'ils n'ont pas fait de terrain depuis des années et des années. Donc ils savent plus, eux ils sont totalement déconnectés certainement, ça c'est sûr. Et je pensais aussi, tu parlais des longs formats, que tu apprécies plus les choses au long cours, moi aussi, mais c'est une des limites de la presse quotidienne régionale, en tout cas celle que je connais moi, c'est-à-dire qu'on a rétréci les formats. Donc en rétrécissant les formats, forcément il faut être plus synthétique, et forcément il faut passer des fois par certains poncifs qui ne décrivent pas totalement la réalité et qui peuvent nourrir justement la défiance ou la méfiance dont vous parliez tout à l'heure. Une dernière chose peut-être aussi sur le fonctionnement d'une rédaction. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple de ce médecin qu'on ne sollicitait pas sur la loi santé. Moi, j'ai pu constater, quand j'ai commencé à travailler dans la rédaction de presse quotidienne régionale, qu'il y avait des espèces de réseaux qui s'étaient créés depuis des années et des années. On fait toujours intervenir les mêmes personnes sur les mêmes sujets, et on a beaucoup de mal à sortir de ça. Quand on propose un autre nom, c'est méfiance. Mais attendez, c'est qui celui-ci ? On ne le connaît pas bien, il n'est pas identifié, donc on va tout le temps revenir sur les mêmes noms. Et ça, c'est notre responsabilité, nous journalistes, de continuer à appuyer là-dessus, à dire non, il y a d'autres personnes qui sont compétentes dans les quartiers prioritaires de la ville ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas il y en a aussi dans ces quartiers-là. Voilà. Et puis la dernière chose, et je cède la parole, c'est de dire que alors c'est un peu difficile à dire, mais à Angers, où j'ai travaillé essentiellement, j'ai aussi travaillé à Nevers, à Paris, dans d'autres régions comme ça, mais essentiellement à Angers que je connais, je pense que certains journalistes, et je ne m'exclus pas du lot, plus maintenant, ont juste la trouille d'aller dans les quartiers prioritaires de la ville. Et ça, il faut le dire. Ils ont la trouille d'y aller. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas. Alors effectivement, les rédactions, en l'occurrence, là, dans le Maine-et-Loire, elles se sont toutes recentralisées. Ils ont supprimé les bureaux qu'ils avaient dans les villes, dans les différentes villes, donc ils ne sont plus sur le terrain. Tout est centralisé. Et ils n'ont plus une approche de terrain sur le long terme. Ils ne connaissent pas forcément le tissu associatif, le tissu médico-social, le tissu des bailleurs sociaux, qui travaillent au jour le jour, ou des éducateurs de rue qui travaillent au jour le jour sur le quartier. Donc je pense qu'il y a une peur d'aller sur le terrain, tout simplement, ce qui est quand même dramatique pour notre métier, mais que cette peur, elle peut vite être franchie. Et puis on voit qu'il faut rétablir juste la relation de confiance avec les gens. À Belle-Beille, sur le quartier sur lequel je travaille, là, ça fait plus d'1 an qu'on y est, et on est totalement accepté sur le quartier, et puis il y a une relation de confiance qui s'est établie avec l'ensemble des acteurs de ce quartier-là. Donc c'est juste prendre le temps de discuter, mais en fait c'est faire notre métier, la base même de notre métier, naturellement, le plus naturellement possible. Merci, on reviendra sur cette notion du temps et de la durée qui sont des données essentielles pour une information de qualité et pour une confiance retrouvée, je ne sais pas, mais en tout cas améliorée. Pascal Collisson, donc vous êtes responsable pédagogique, je le rappelais, de l'IPJ, de Paris, qui est une des 14 écoles reconnues par la profession, et 13
en mouvement, très en pointe sur toutes les questions liées à la diversité. Alors, il y a beaucoup de choses, pour peut-être aller tout de suite vers le prospectif, beaucoup de choses ont été faites depuis 2005, notamment pour l'accès aux écoles d'une France plus diversifiée que celle qui était là avant. Il y a eu la chance au concours, il y a Bourdiblog. En ce moment, d'ailleurs, je crois même que le hasard du calendrier fait qu'on fête aujourd'hui les 10 ans, je crois, de l'accès au Bourdiblog via le Bourdiblog et l'école de Lille au métier. Est-ce que donc ça bouge, mais qu'est-ce qui fait que ça coince encore malgré ces progrès? Oui, la question des écoles, elle est fondamentale, et en même temps, je vais quand même relativiser un peu, parce que c'est vrai que je rebondis sur ce qui a été dit aussi ce matin, les journalistes, les médias, et de la même façon, les écoles de journalisme. Alors là, sur les écoles de journalisme, alors pour le coup, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire en général la population et les médias. C'est-à-dire qu'on entend, nous, régulièrement des critiques émanant des médias en disant... Nous, on en veut des profils atypiques, mais les écoles ne nous fournissent que des personnes formatées qui viennent tous d'un milieu social aisé et qui, en gros, ont tous fait Sciences Po. Et c'est assez intéressant de voir que les journalistes eux-mêmes restent sur cette position. Et je pense que c'est pas tout à fait vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, je pense qu'il faut que chacun regarde ses responsabilités. C'est-à-dire que les écoles de journalisme ont une responsabilité énorme, les médias également. Je précise quand même que pour être journaliste, il n'y a pas besoin de faire une école de journalisme, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de journaliste pour être reconnu comme journaliste professionnel et avoir sa carte de presse. Aujourd'hui, 18% des embauches dans les médias sont passées, ce sont des jeunes gens qui sont passés par les écoles de journalistes. Donc voilà, les médias, s'ils ne trouvent pas dans les écoles, peuvent aller voir ailleurs. Je pense que c'est important de le dire. S'ils vont dans les écoles, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'on a parlé de raccourci de l'information, du manque de temps. On peut parler de multimédia. Ceux qui sortent des écoles de journalisme, c'est juste des machines de guerre qui savent tout faire. Et effectivement, comme on ne prend plus le temps aujourd'hui dans les médias de former des jeunes sur le tas, ben c'est bien pratique d'aller les chercher dans des endroits où effectivement on les forme à savoir manier tous les outils. L'écosystème des écoles de journalisme, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que les fameuses 14 écoles reconnues, qui sont en général celles vers qui on a envie d'aller parce que elles ont un réseau important avec les médias et dans un milieu quand même assez précaire d'un point de vue de l'emploi. Les écoles de journalisme sont les seules grandes écoles qui disent à tous leurs étudiants, il n'y aura pas un CDI à la sortie de l'école, il faut le savoir, après un bac plus 5 pour la plupart d'entre elles quand même. Il y a 2 IUT et tout le reste, c'est en master. Donc voilà. Ces écoles, elles ont leurs responsabilités, mais juste encore pour contextualiser, l'école française, les études de PISA à l'OCDE montrent que quand même c'est l'école qui est celle qui creuse le plus les inégalités. Ça commence à la maternelle. Et donc quand une école comme la mienne, qui arrive au bout du système, à savoir bac plus 3 sur concours, effectivement, on est quand même face à une situation qu'il faut gérer. On peut faire, bien entendu, des choses. C'est-à-dire que nos étudiants, alors, ils viennent quand même de milieux de plus en plus divers, c'est-à-dire que, soyons encore une fois factuels, c'est important ce métier, la dernière étude qui a été faite par des sociologues, Lafarge et Marchetti, sur la sociologie des étudiants en journalisme, portait sur une cohorte de 2004-2005 qui disait qu'effectivement 52% de ces étudiants avaient un père cadre ou d'une profession supérieure, intellectuelle supérieure, et qu'il y avait 16% de boursiers. Ça a changé parce que les écoles se sont quand même mobilisées et parce que, comme Jérôme Bouvier le rappelait, il faut pas se le cacher, il y a des jeunes qui sont passés par des associations comme la Chance au concours, qui aujourd'hui s'appelle La Chance, et c'est vrai que ces jeunes-là le disent eux-mêmes, jamais ils ne seraient arrivés aux écoles s'ils n'avaient pas pu bénéficier de cet accompagnement vers les concours, un accompagnement de coaching et également financier. Ça, c'est très clair. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ça dépend des écoles, mais une école comme la nôtre, par exemple, on a entre 30 et 40% de boursiers selon les années. Il y a quand même une évolution. Après, la question de la diversité, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Très souvent, moi, quand j'interroge les gens, vous mettez quoi derrière ce mot? On pense à l'ethnoculturel. Très, très souvent. Donc, soyons factuels également. Plus de boursiers, certes. Des jeunes dont la diversité se voit, eh bien, il n'y en a encore pas beaucoup dans les écoles, donc on peut s'interroger sur ces questions.
Nous, à notre niveau, ce qu'on essaie de faire, mais ce sont des gouttes d'eau. On va dans les collèges, dans les lycées, auprès de jeunes qui ne se projettent pas comme journalistes, pour essayer, voilà, d'échanger avec eux. On les fait venir à l'école. J'accueille des stagiaires qui n'ont pas de réseau, parce que je sais bien que c'est très très compliqué pour qu'ils commencent, effectivement. Et je vois ces jeunes qui ont commencé à être en contact avec des journalistes, avec une école. J'en suis certain depuis des années, et j'attends depuis le collège ou le lycée qu'ils arrivent peut-être un jour jusqu'à mon école, mais c'est effectivement des initiatives qui ne sont pas des initiatives massives. Ce que l'on peut faire aussi, c'est la fameuse question du concours. Vaste sujet, parce qu'il faut être tout à fait lucide. C'est très facile de construire un concours en fonction des profils que l'on veut. Voilà. C'est évident que si on part du principe qu'il faut la fameuse épreuve de culture générale, si elle doit être le temple du classicisme, avec l'histoire de la philo, etc., on va conditionner effectivement un certain nombre de profils. Après, de la culture générale, il en faut. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une approche un peu hypocrite de la situation, où on dit il faut des profils divers, et en même temps, il y a une pression énorme sur les journalistes, dont on dit qu'ils racontent énormément de bêtises, et donc sur le fait que déjà en arrivant dans les rédactions, ils devaient être en capacité d'expliquer un monde complexe, donc ils ont déjà des connaissances pour le faire, parce qu'on a de moins en moins le temps de se renseigner sur des sujets qu'on ne connaît pas vraiment, et quand on nous demande de les faire rapidement. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais la question des épreuves, c'est un vrai sujet, à l'écrit et à l'oral. Et nous, on a vraiment travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est que la culture générale pour un futur journaliste? Il y aura un peu d'histoire, mais on va parler aussi de nouvelles technologies, on va parler aussi de culture urbaine, on va parler aussi de sport. En fait, on a ouvert énormément le spectre de ces questions. Je ne dis pas encore une fois que ça résout tout. Il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent jusqu'au concours, et le concours, ça fait très peur. On se dit, c'est pas pour moi, c'est vraiment plein de questions. Mais en tout cas, on a étudié on fait évoluer tous les ans nos épreuves, et on regarde les résultats pour voir s'il y a des biais et pour aménager ces épreuves à l'écrit. De même qu'à l'oral. À l'oral, en fait, la première fois que j'ai fait passer un oral à ces étudiants, c'était il y a 6 ans. Je suis arrivée dans cette école il y a 6 ans, après avoir été journaliste moi-même pendant 25 ans. Et au début, j'étais plus tétanisée qu'eux, parce que je me dis, on joue leur vie, quoi. S'ils rentrent ou s'ils rentrent pas, c'est absolument terrible. Et puis, dans un premier temps, j'étais rassurée parce qu'on était tous d'accord dans les membres du jury. Puis après, je me suis dit, mais en fait, on se ressemble tous dans les membres du jury. Donc c'est normal, on va chercher quelqu'un qui nous ressemble. Donc le travail sur le jury, avoir des gens de parcours différents, d'âges différents, des jurys paritaires, etc., et savoir finalement, est-ce qu'on veut un modèle de journaliste ou d'autres modèles de journaliste, c'est quoi? Il n'y a pas... Comme les médias, il n'y a pas un modèle de journaliste. Il me faut peut-être quelqu'un qui a envie de bouffer du terrain et voilà, qui ira chercher l'info avec les dents. Mais moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un qui a une capacité d'empathie extrême pour arriver à faire parler les victimes de viol. Voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose avec les membres du jury avant le concours. Ça, c'est pour le recrutement. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est cette fameuse question que l'on pose toujours, est-ce qu'il y aurait une meilleure info si les journalistes étaient plus représentatifs de la société française? Et moi, je dis oui et non. Oui, parce qu'effectivement, pour avoir échangé beaucoup avec mes anciens atypiques aujourd'hui dans les médias, ils expliquent comment ils essaient, et ça c'est très compliqué, parce que ce qu'ils me disent eux, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'être formatés à l'école, mais par contre que quand ils arrivent dans les médias avec toutes leurs idées nouvelles, de sujets, de nouveaux formats, d'approches différentes, on leur dit t'es bien gentil, mais ici c'est pas comme ça que ça se passe, il y a quand même aussi ça qui se joue. Mais ces jeunes-là disent qu'en fait ils ont le sentiment parfois d'avoir des interstices où effectivement dans une conf de rédac ils peuvent proposer d'autres traitements de sujets ou d'autres sujets parce qu'ils viennent de milieux différents, tout simplement. Ça ouvre le spectre en fait de la proposition de sujet. Est-ce que c'est pour autant qu'on va mieux traiter ces sujets-là? Là je dis non, c'est un métier quand même le journalisme, il faut être formé. Et la question des stéréotypes dont parlait Carole, elle est fondamentale. Et les stéréotypes, tout le monde en a. Et c'est pas parce qu'on a été discriminé qu'on ne sera pas discriminant si on ne fait pas ce travail-là. Et nous, à l'école, dès qu'ils arrivent, au bout de 15 jours, on fait un énorme travail sur la question des stéréotypes. Déjà pour mettre tout le monde à l'aise là-dessus, parce que tout le monde en a, et c'est normal. Mais après, pour prendre conscience que quand on veut bien faire son travail, il faut aussi effectivement se poser la question de pourquoi on va donner plus facilement la parole à telle personne, parce que peut-être qu'on sait que ce qu'elle va nous dire nous renforce dans ce qu'on appelle les biais de confirmation. Donc faire ce travail-là, au moins en avoir conscience, et quand on a le temps, aller chercher d'autres interlocuteurs, parce qu'effectivement c'est toujours les mêmes vus à la télé, etc. Donc au moins avoir conscience de ça pour essayer de le faire dès qu'on en a la possibilité.
Merci Pascal. On évoquera tout à l'heure dans la suite du débat la question de, une fois que ce parcours de diversité a pu être fait au niveau des écoles, est-ce que les entreprises de presse ne cherchent pas à normer ceux qui viennent de ces parcours de diversité parce que les médias mainstream aiment bien les discours plus formatés. Peut-être une information d'ailleurs à propos de ces écoles de journalisme et des cartes de presse. Et il y a en gros 35 000 cartes de presse en France. Hein. C'est un chiffre qui est un peu en baisse. Il y a eu jusqu'à 38 000. Maintenant, ça s'est stabilisé cette année autour de 35 000 cartes de presse. Mais il y a une information qu'il faut connaître et qui dit assez bien, je crois, la précarité de ce métier. On a toujours tendance à penser que le métier passion qu'on va épouser pour la vie. La durée moyenne d'une carte de presse en France aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, est de 15 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui, au sortir ou non d'une école d'ailleurs, puisque Pascal Collisson a eu raison de rappeler que les 4 sur 5 ne sortent pas des écoles reconnues, mais voilà, il y a cette réalité économique qui fait que, sans doute, au bout de 15 ans, donc 15 ans c'est très peu comme sur un parcours professionnel, la moitié d'une vie professionnelle, on va vers d'autres choses parce qu'on ne peut pas vivre du journalisme aujourd'hui. On termine avec vous Patrick Evenot, donc peut-être avec un regard d'historien, parce que vous allez nous dire sans doute que rien n'est nouveau sous ce soleil de la fracture entre milieu populaire et les médias, mais aussi pour parler surtout dans le cadre des pistes envisagées pour améliorer le dialogue entre journalistes et citoyens de la possible création d'un conseil de presse en France. Merci. Oui, donc je suis historien des médias d'un côté et président de l'Observatoire de la déontologie de l'information de l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je vais vous commencer par une citation. Les barbares ne sont plus dans les steppes du Caucase. Les nouveaux barbares sont aux portes de nos cités. Louis-François Bertin, directeur du Journal des débats, 1832. Vous voyez, c'est pas nouveau. Sarcelles, 1967. En janvier 1967, il y a donc un certain nombre d'années, la télévision française, l'ORTF de l'époque, fait un reportage d'1 heure sur la vie à Sarcelles. Le maire, les habitants se révoltent, estiment que c'est inadmissible et 15 jours plus tard, il y a un débat de 2 heures sur le fait qu'à Sarcelles, on a mal parlé de la ville, que la télévision a mal reproduit ce qui est question dans la ville. Pour ce qui est de Sarcelles, puisque je vous recommande la série qui est parue dans Le Monde en octobre 1963, qui s'appelait Cité sans âme, de Maurice Denuzière, qui fait Cité sans passé, pardon, mais pas Cité sans âme, justement. Cité sans passé, mais pas Cité sans âme, qui fait le tour des nouvelles banlieues françaises. Il commence par Sarcelles et puis il va ailleurs après en France. Bien. Entre médias et le public, et les publics et leur public, il y a un grand malentendu. Et c'est là où est le problème. Le monsieur qui a parlé dans le reportage, là, dans la petite vidéo qu'on a vue, le monsieur qui a parlé au début, on aurait pu mettre le portrait d'Emmanuel Macron à la place et il aurait dit exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des choses à dire et des gens qui ont des choses à montrer. Qu'ils soient puissants ou misérables, comme aurait dit le poète, ils ont des choses à dire et des choses à montrer, et les journalistes montrent des choses et disent des choses qui ont été traduites. Et comme disaient les Italiens, traduire, c'est trahir. C'est trahir, mais c'est pas manipuler, c'est pas exactement la même chose. Simplement, on a envie, quand on a quelque chose à dire, de se voir en miroir dans le média, notamment la télévision. C'est surtout la télévision, bien plus que les autres. Mais ça joue par rebondissement sur la radio, la presse écrite, mais c'est surtout la télévision parce qu'il y a à la fois l'image, le son, etc., le montage, tout ça. Mais il y a vraiment le sentiment d'une trahison à chaque fois qu'on est interviewé. Et c'est là où est le problème. C'est le cœur du système médiatique, c'est le cœur du système démocratique. Il y a des gens qui ont des choses à dire, des choses à cacher. Parce que Emmanuel Macron a des choses à dire et des choses à cacher. Et Trapp ou Grigny ou que sais-je a des choses à dire et des choses à cacher. Et
évidemment, les médias disent une partie et parfois ça fait pas plaisir, et parfois ça fait plaisir, et puis quand il y a, on pourrait faire une économie du plaisir et du déplaisir, mais on n'arrive jamais à le faire parce que le déplaisir l'emporte toujours sur le plaisir. Et donc il y a un grand malentendu parce qu'une société démocratique ne peut fonctionner que sur la communication des choses à dire, mais aussi des choses à cacher, et de ce qu'on reçoit qui nous fait plaisir, et aussi ce qui nous fait déplaisir. Et donc c'est d'une complication extrême. C'est pour ça que, en tant que président, et je passe à la deuxième partie, en tant que président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, je milite, et nous sommes un certain nombre à militer pour la création d'un conseil de presse ou d'un conseil de déontologie, on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance, tel qu'il en existe dans 21 pays de l'Union européenne. Donc c'est pas un truc liberticide, il y en a en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Suède et ailleurs. Donc c'est pas liberticide, c'est pas pour encadrer les médias et les obliger à traiter telle chose ou telle autre. Et donc, pour qu'il y ait un lien, pour que le public puisse se plaindre quand il a à se plaindre, et il a raison de se plaindre, pour que le public puisse critiquer, et pour que la collectivité, non pas seulement des journalistes, pas un truc corporatiste, mais la collectivité qui comprend à la fois les journalistes, les responsables d'entreprise et des représentants du public, puisse instruire ses plaintes et répondre au public pour dire, là, écoutez, c'est votre opinion, vous avez le droit de l'avoir, mais ça ne nous concerne pas. Et puis là, effectivement, il y a eu un manquement au croisement des sources, au contradictoire, etc., ou au respect de la vie privée, ou à toutes ces sortes de choses. Et là, on peut effectivement épingler le média. Donc, vous voyez, mettre un organisme qui soit évidemment indépendant de l'État, c'est pas à l'État de dicter. C'est pour ça que quand j'entends qu'il faut que le CSA dicte la ligne éditoriale des médias, ça me fait un peu frémir. Donc c'est pas à l'État de dicter par la loi ce qui doit être dit et bien dit ou mal dit ou tout ça. C'est le dialogue entre les journalistes, les entreprises de médias et les représentants du public pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure médiation, une meilleure compréhension, une pédagogie réciproque du public vers les journalistes, des journalistes vers le public, de façon à ce que tout le monde puisse un peu progresser dans l'information des uns des autres, dans la représentation des uns des autres. Voilà. Merci, et sachant donc que d'ici la semaine prochaine, si on en croit les informations qui nous ont été données par le ministre de la Culture, Emmanuel Hogue remettra un rapport pour voir s'il y a aujourd'hui une convergence suffisante entre les acteurs pour créer ce conseil de presse en France. Alors, peut-être pourrait-on remettre la lumière sur vous, cher public, parce qu'on ne vous voit pas très bien. Voilà, parfait. Et donc, intervention, question, interpellation pour engager le débat. Monsieur au deuxième rang. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne pour les micros. Ah, on vous en apporte un, tout chaud. Oui, qui seront livrés par Amazon. Marc Goua, maire de Trédazé, moi je rejoins ce qu'a dit Sébastien Rochard, parce que effectivement il y a la grande presse nationale, la télévision, mais je pense que la PQR fait plus de mal au quartier que les médias nationaux. Alors je pense qu'il y en a qui vont se lever, mais moi chez moi, je suis dans la banlieue d'Angers, il y a un assassinat rue Jean Jaurès à Angers. Le Courrier de l'Ouest titre un assassinat rue Jean Jaurès à Trédazé, parce qu'il y en a une. Immédiatement, après vous rectifiez en tout petit. La semaine dernière, on avait les demi-finales et les quarts de finale de la Coupe de France de basket masculin. Événement national. 4000 personnes, aucune presse locale. L'équipe, oui. La presse, là, rien. Il paraît que c'était une toute petite manifestation. Il y a un mois, un problème dans une salle de quartier avec des jeunes qui sont venus perturber un match de hand de filles. On a fait les gros titres de la presse angevine pour un truc absolument mineur. Et d'ailleurs, j'ai eu comme malheur en disant qu'il n'y avait pas mort d'homme et qu'il ne fallait pas mettre... et en plus de ça, on a cité des communautés.
Donc moi, j'entends les reportages nationaux, mais la PQR, elle fait mal directement au quartier, puisque c'est une presse locale. Et je trouve que c'est beaucoup plus gravissime. Moi, je le vis. Et moi, cette histoire du handball a semé le bazar dans mes quartiers pendant 2 mois, quasiment. Le préfet est venu présider un CSPD, le procureur de la République est venu, il y avait 3 jeunes qui avaient lancé des pétards, c'est absolument terrible dans le quartier. Donc voilà, je crois que oui, la presse nationale, mais la PQR, il faudrait effectivement quand même qu'il y ait une certaine éthique, et je pense que malheureusement, alors c'est pas bien de le dire, mais comme je l'aurais dit en face, il y a une éthique qui n'est pas forcément là, et c'est facile de stigmatiser à la fois les quartiers et surtout les habitants des quartiers. Merci pour ce témoignage. D'autres prises de parole? Ici, oui. Madame, et puis après, à droite. C'est un débat passionnant. Je ne connaissais pas bien, comme je l'ai dit ce matin, les politiques de la ville. Et du coup, je me régale à faire des liens entre l'univers des quartiers et le handicap, puisque beaucoup de personnes vivent dans ces quartiers. Vous avez évoqué tout à l'heure des pourcentages. 5% de personnes vivant dans les quartiers étaient des djihadistes et 5% dans la réussite. Et finalement, dans le champ du handicap, on parle aussi de 5% de gens qui se déplacent à travers le handicap moteur, à travers des fauteuils. Et du coup, on ne parle que de ces 5%, et dans le champ du handicap, on fait le même parallèle. Vous évoquiez le temps des médias. Dans le temps des médias, moi je l'ai beaucoup interrogé à droite et à gauche, et on voit bien que par manque de temps, on va au plus visible. Du coup, on va vers les personnes qui se déplacent en fauteuil, mais c'est pas une attaque d'arrêt, bien sûr, mais c'est du coup, on oublie les 80%. Et là, ce matin, c'est pareil, on oublie tous les autres, les 90%. Donc il y a une vraie, il y a un vrai sujet autour de ça. Vous évoquiez les médias nationaux et puis... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Pardon. Oui. Vous n'avez pas entendu, il faut que je recommence. De rester près de... Ah. Non. Bon. On vous a entendu, mais simplement restez bien près de... Je voudrais avoir un regard bienveillant à l'égard de la presse locale, et notamment là, aujourd'hui, des jeunes qui sont en service civique et qui vont permettre, à travers notre média de proximité, de relayer tous les propos d'une qualité remarquable qui ont été tenus. Et j'avais envie de leur faire un petit clin d'œil parce que vraiment, ils ne font pas de bruit et ils sont super. Merci à vous. J'en profite pour dire d'ailleurs quand même, parce que c'est pas forcément su que dans les nouveautés depuis 15 ans, depuis 2005, si on prend ce curseur, il y a donc eu la création en 2016 par le ministère de la Culture d'un fonds. Il n'y avait pas d'aide à la presse pour les médias d'information sociale de proximité, et il y a donc plus de 180 médias qui disposent désormais d'un fonds qui est évidemment toujours jugé insuffisant, parce qu'il est doté de 2 millions d'euros à peu près, mais près de 180 médias d'information sociale de proximité qui ont pu bénéficier d'une aide, ce qui jusqu'alors leur était impossible. Seules les radios associatives via le FZER pouvaient en bénéficier. Alors il y avait 2 prises de parole là et là. Oui, monsieur. Ça marche bien, vous m'entendez bien, ouais. Je suis là. Ouais. Je peux pas me lever, j'ai un lumbago, c'est pour ça. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yacine, je viens de région parisienne. Avant de commencer mon petit commentaire qui durera 12 minutes, je rigole. Je passe un grand bonjour, un grand remerciement à monsieur Driss Etazaoui qui nous a invités. Je sais qu'il s'est réveillé de bonne heure pour organiser ce bel événement. Voilà. Merci monsieur Guy Lefranc, maire d'Évreux, de nous accueillir ici. Et ça, merci pour le fan club. Non mais il faut remercier. Et je remercie aussi parce que c'est dur de monter des événements comme ça. Je remercie la régie, les dames de la cuisine, etc. C'était excellent. Merci beaucoup. J'ai promis au monsieur de faire une dédicace, je l'ai faite. Voilà. Ma question et commentaire, c'est simple, c'est que je lis le chapeau, le titre de cette table ronde. Quelle responsabilité? Moi, les médias, je comprends pas très bien. Et monsieur Evenot et monsieur Bouvier ont dit 2 mots qui sont passés inaperçus. Entreprise de presse. Ça, c'est un terme très ambigu pour moi. C'est un terme très ambigu pour moi. Parce que si je comprends bien, moi, profane téléspectateur, la presse, les médias reçoivent des aides publiques de plus d'une dizaine de millions d'euros. Pas tous. Pas tous, certes, mais la majorité d'entre eux, en tout cas qui ont cours sur l'espace public et l'espace privé et dans le tube cathodique,
Bref, il y a beaucoup d'argent public qui circule. Après, je ne suis pas spécialiste, Monsieur Bouvier, mais en tout cas, je dis qu'il y a en tout cas de l'argent public défini dans un PLF, que le ministère de la Culture, en tout cas, ou je ne sais pas quel ministère de tutelle, donne. Et alors, exactement. Je disais, et deuxièmement, on dit il y a un modèle économique fragile, et si vous recevez de l'argent public et que les médias en même temps sont tenus par des responsables privés comme Lagardère et Bolloré, comment pour moi, c'est très ambigu. C'est que quelle est la responsabilité des médias? Est-ce que c'est un bien matériel public, je dirais, qui appartient pas à la nation, puisque l'argent public y découle, et donc de ce fait doit donner une information fiable, transparente, en tout cas d'équité, de justice et d'image, ou soit dans vos rédactions, dans les couloirs du Monde et autres, vous devez plaire ou satisfaire ou plaire à quel reporting? Le reporting de Bolloré et consorts ou le reporting public parce que vous recevez de l'argent public? Vous avez vu dans ma question, c'est un micmac, c'est un labyrinthe. Et je pense qu'aux yeux des téléspectateurs classiques, pourquoi les médias, d'après le CEVIPOF, sont mal vus au même titre que les hommes politiques et que l'entreprise privée est bien vue, comme les pompiers et l'hôpital, pourquoi les médias aussi sont mal vus? Et je pense qu'il y a un imbroglio, il y a un labyrinthe, il y a quelque chose, il y a un micmac, il y a une relation, je ne sais pas comment la définir, entre l'argent public que vous recevez et les grands propriétaires qui détiennent ces médias-là, pour qui roule le journaliste, si je peux me permettre comme ça. Merci beaucoup. Merci. Alors on va revenir sur cette question souvent traitée de à qui appartiennent les médias. Devant vous, il y avait une prise de parole également. Monsieur, alors après, il y a madame et monsieur au chapeau, là. Puis après, on revient à la salle. Madame. Vous m'entendez? Bonjour. Je suis Aïcha Borges. Je suis activement impliquée dans le mouvement de la République En Marche dans les Yvelines. Depuis plus de 2 ans maintenant. Nous avons des actions locales avec les habitants d'une vingtaine, la vingtaine de quartiers prioritaires des Yvelines. J'ai la prétention de dire que je peux parler en leur nom, et notamment sur la question effectivement des médias. Et là, je vois effectivement que le titre, c'est la responsabilité des médias dans la mauvaise réputation. Et c'est vrai que depuis ce matin, on parle souvent de l'image des quartiers à l'extérieur par rapport à l'opinion publique. Moi, ce que je voulais vraiment remonter, et c'est ce dont on ne nous fait pas aussi dans les quartiers, ce qui est assez dramatique, c'est aussi ce que les médias véhiculent et l'impact qu'ils ont dans la représentation que les habitants ont d'eux-mêmes. Donc je m'explique. Je parle notamment des jeunes, des 15-20 ans, quand ils sont en pleine construction d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'à travers cette fameuse image un peu négative que les médias font passer, eh bien, il y a un impact sur leur propre construction, sur leur propre l'estime de soi-même. Et il y a même une forme d'auto-blocage, en fait, et d'auto-censure sur ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc j'espère juste, mon souhait c'est ça, c'est que les médias soient conscients aussi de l'impact psychologique qu'ils peuvent avoir sur cette jeunesse qui essaie de se construire, qui se construit difficilement, comme vous pouvez le savoir, avec la recherche d'identité qui n'est pas simple dans les quartiers. Et voilà, je voulais juste attirer cette attention. Donc, je comprends ce que vous disiez, Madame Sterlet, sur votre responsabilité de journaliste, votre liberté d'expression. Oui, il faut continuer à écrire, que ça soit sur... vous parlez de la police, etc. Mais là, ça a vraiment un impact très, très particulier sur cette jeunesse-là. Donc, je voulais vous alerter sur ça. Et le deuxième aspect, c'est effectivement l'image médiatique qui peut être assez dramatique. Donc nous, dans les Yvelines, on est impliqués dans tous les quartiers. Et puis, je vous donne un exemple. Sur la Verrière, pareil, avec cette fameuse image médiatique, on y est allé avec des pincettes, on ne savait pas où on allait. Et notamment grâce à ce qu'on appelle une caravane citoyenne. C'est des arrêts que l'on fait depuis 3 mois dans tous les quartiers des Yvelines pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et ben, je peux vous dire, sur la Verrière, on était extrêmement étonnés de l'accueil que les gens ont pu nous faire, parce qu'on était à l'écoute, et c'est des gens, clairement, ils n'ont plus du tout confiance en la politique nationale, je confirme, ils se sentent complètement abandonnés. Par contre, par rapport aux enjeux locaux, j'étais extrêmement étonnée de leur implication citoyenne. Et donc voilà, je voulais juste vous apporter ce témoignage, puisqu'effectivement, la Verrière, par exemple, souffre de cette terrible image. Mais effectivement, quand on y va régulièrement, on est loin des préjugés véhiculés aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, madame. Attendez d'avoir un micro, sans ça on part. Non, mais attendez d'avoir un micro, sans ça on partage pas. Il y avait
monsieur devant avec un chapeau qui a demandé la parole depuis longtemps. Ça va marcher tout seul. C'est pas mal d'avoir un signe distinctif comme ça dans la salle. Je le veux. Il y a des charpes blanches, il y a les chapeaux. Ça va un peu penser à Freddy, un peu, ouais. Je pense qu'il connaît. Bon, alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai pas une facilité d'élocution comme vous pouvez avoir, donc j'ai fait très peu d'études. Donc je me suis fait quelques petites notes comme ça. Donc je suis Marcel. Relativement brièvement quand même. Oui, non, mais non, mais c'est écrit très gros, c'est écrit très gros. Donc Marcel Friboulet, je représente l'association Maker. Alors Maker, c'est nous qui avons fait les petits goodies à l'entrée là, qui représentent une caméra. Tout ça pour nous, c'est en imprimante 3D qu'on a fait ça. Enfin bon, c'est pour situer le truc. Donc j'habite Évreux depuis plus de 50 ans. Donc je suis maintenant en retraite. Et comme je ne peux rester les bras croisés, je m'implique beaucoup dans le milieu associatif. J'ai au fur et à mesure du temps constaté que s'établissaient de façon virtuelle peut-être certaines frontières entre entre les quartiers et le centre-ville. Madame parlait de territoire tout à l'heure. Territoire égale peur. La peur d'y aller. Mais alors le truc c'est que non seulement il y a une frontière qui se fait entre les quartiers et le centre-ville, mais même entre les quartiers, il y a des frontières qui se bâtissent. Et ça crée des tensions. Voilà. Alors attendez, je change de page. Alors j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec Driss Etazaoui, adjoint au maire, chargé entre autres applaudissements généralement. Allez-y. Il y a un chauffeur de salle qui est là. Donc monsieur Driss Etazaoui est adjoint au maire chargé entre autres des associations. Et nous allons mettre en place une grande concertation entre les habitants des différents quartiers, jeunes et moins jeunes, des 4 coins d'Évreux, autour d'un jeu que nous allons créer de toutes pièces, style chasse au trésor, pour permettre à chacun de s'exprimer et de s'investir et de mettre en avant ce qu'il y a de bien dans son quartier. Et qu'est-ce qui pourrait faire que les gens pourraient venir y faire un tour, les touristes, attirer les touristes, en distribuant des rôles, j'ai fait des griffouillis là, en distribuant des rôles d'acteurs, nous allons construire ensemble Évreux de demain. Cette feuille-là, elle est finie. Alors Driss m'a fait le plus beau des compliments que l'on puisse me faire. Il m'a dit, Marcel, vous avez oublié de grandir. Alors nous invitons les médias à nous suivre dans cette aventure, un peu comme un feuilleton. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, de quel secteur je suis retraité. J'étais agent au service propreté. En clair, j'étais balayeur. Merci monsieur pour votre témoignage. Alors, Sophia, encore, il y avait une intervention là et puis on revient, si vous voulez bien, auprès des intervenants. Alors bonjour, je voulais revenir notamment sur ce qui a été dit par Madame Colisson, sur les journalistes qui pourraient venir un peu plus souvent des quartiers populaires. Je suis journaliste, je viens d'un quartier populaire de Saint-Denis, dans le 93, pour ne pas le citer. Je tiens à saluer d'ailleurs monsieur Rochard qui cite le quartier Belle-Beille que je connais très bien d'Angers. Je voulais vous dire que le chemin pour un jeune d'un quartier populaire, notamment pour intégrer ces écoles de journalisme, n'est pas, je ne veux pas parler de facilité ou de difficulté, chacun choisit son chemin comme il veut. Le but en fait c'est d'y arriver. Moi je suis devenu journaliste par la voie normale, par la voie publique, donc j'ai fait une université. J'ai fait ma licence information communication à l'université Paris 8, j'ai fait un master à l'université Paris Ouest de Nanterre et je suis devenu journaliste. Maintenant je travaille pour une ville des Yvelines, avant j'étais dans le privé et je sais ce qu'on m'a toujours dit et c'est quelque chose qu'on entend souvent notamment pour ce qui s'est passé par rapport à l'élection présidentielle. On a dit que les journalistes étaient trop proches du candidat Macron.
je pense que ça sera également le même problème si effectivement on commence à avoir que des journalistes qui viennent des quartiers populaires comme moi et qui traitent de la question des quartiers populaires. Je pense qu'il faut un mix, qu'il faut que n'importe quelle personne, et c'est pour ça que je rejoins Carole Sterlet qui a raison, c'est pas parce qu'elle ne vient pas d'un quartier populaire qu'elle n'est pas légitime de traiter la question, elle a le droit, on peut s'intéresser. On peut s'intéresser à des territoires dans lesquels on n'est pas originaire. Et je pense que le tournant, pour un peu revenir à ce qui a été dit, le tournant n'est pas la mort de Ziad Bouna à Clichy. Je pense que le tournant sur l'image qui a contribué un peu à la difficulté des quartiers, enfin sur l'image des médias dans les quartiers, je pense que c'est plutôt l'extrême présidentielle 2002, enfin toute la campagne qui s'est passée avant. J'étais encore jeune à cette époque-là, mais je sais que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a senti une sorte de feuilletonnage qui était un peu malsain et qui a conduit à tout ce qui s'est passé. Et je pense que 2005 a été juste l'embrasement enfin l'élément déclencheur de beaucoup de choses. Et donc, voilà, pour revenir, ce qui est important de dire, c'est que élargir l'opinion, pas forcément rester sur ce qu'est le quartier, mais ce que vit le quartier, je pense que c'est surtout ça, parce que je pense aussi que les termes image des quartiers n'est pas le bon, en fait c'est la vie d'un quartier qui est important. L'image c'est un instantané, donc lorsqu'on va sur un reportage et qu'on va traiter d'une question, on est là, on va voir ce qu'on voit à l'instant, mais le plus important c'est ce qui se passe 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs thématiques qui ont été évoquées, je ne sais pas, la propriété des médias, le côté entreprise de presse, la diversité et le rôle de la presse régionale. Qui veut commencer? Pascal Collisson. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je vous félicite d'être devenu journaliste, quelle que soit la voie que vous avez entreprise. Et par rapport à ce que vous dites, c'est fondamental. Moi, j'ai des jeunes voilà, qui sont identifiés de la diversité. Je suis très mal à l'aise avec ce mot, moi personnellement, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un mot valise, un mot fourre-tout. Et ils me disent quand ils vont en stage dans les médias, alors on va parler voilà crûment. Donc une jeune femme avec un nom à consonance maghrébine, musulmane, me dit voilà, je suis dans un média mainstream et on ne veut m'envoyer que sur des sujets banlieue ou de femmes voilées, en gros. Et en fait, la question, elle est complexe. J'ai des débats très très intéressants avec mes étudiants sur ce que l'on appelle l'assignation A. Et donc, moi, je leur dis, il y a deux choses. Soit tu considères que ces sujets sont pas assez traités ou sont mal traités dans les médias où tu pars, tu as envie de t'en emparer et c'est ton droit le plus absolu. Mais si tu veux traiter d'économie internationale, bats-toi pour traiter de l'économie internationale. Tu n'as pas à te laisser enfermer dans l'image que ces médias ont forcément de l'envie que tu auras de traiter forcément ces sujets. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est un vrai sujet. Et juste pour aussi répondre un peu sur le handicap et d'autres choses, moi j'ai un message à la fois d'espoir et de désespoir à vous livrer ici. Un message d'espoir, c'est-à-dire que moi j'ai fondamentalement confiance dans la jeune génération qui souhaitent encore devenir journaliste. Je trouve qu'ils ont d'ailleurs beaucoup de courage, parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment... voilà, elle n'a pas bonne presse, comme on pourrait le dire. Parce que moi, les jeunes que je vois dans mon école, c'est des jeunes qui sont très très conscients de tout cela. Ce sont par rapport au handicap, par exemple, on fait des conférences de sensibilisation au handicap tous les ans. Et cette année, c'est la première fois que je voyais que tous les jeunes savaient que 80% des handicaps n'étaient pas visibles. Je peux vous dire que quand on faisait ces conférences il y a encore 7 ans, voilà, ils sont conscients de cela. Ils sont absolument conscients des réalités. Moi, tous les sujets qu'ils me proposent, c'est des sujets sur les invisibles, sur la précarité, sur des questions sociales. Le premier reportage qu'ils font à l'école, c'est partir en Seine-Saint-Denis et ils ont envie de porter ça. Ce qui a changé, c'est qu'avant, dans nos écoles,
les jeunes femmes étaient sensibles au sexisme, les jeunes hommes noirs étaient sensibles au racisme, les personnes, les étudiants gays étaient sensibles à l'homophobie, les personnes juives étaient sensibles à l'antisémitisme. Aujourd'hui, en fait, ils partagent ça de façon transversale, c'est-à-dire que je les vois extrêmement sensibilisés à ces questions. On parle d'intersectionnalité, on parle de plein de choses. Ça, c'est le côté positif. Je me dis, il y a encore un espoir quand je vois ces jeunes-là. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, alors je ne vais pas généraliser, on n'a pas cessé de dire que tous les médias ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai que quand ils arrivent dans certains médias, moi je fais une série d'entretiens sur les jeunes journalistes qui ont 3-4 ans de métier aujourd'hui, et je suis parfois désespérée de ce qu'ils me disent, de ce qui se passe après dans les médias par rapport à leurs envies. Et effectivement, on parlait de sortie de route, tu parlais de ces 15 ans. Moi, j'ai quand même un certain nombre d'entretiens où, au bout de 4-5 ans, ils ont renoncé. Ils ont renoncé pour ces raisons-là. C'est-à-dire double, à la fois parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Là, j'ai encore fait l'entretien d'un jeune homme noir qui a passé un certain nombre d'années, 3 ans, dans un média mainstream, où il s'est pas du tout senti à l'aise. Et alors lui, la bonne nouvelle, il n'a pas quitté le métier, mais il a préféré devenir pigiste pour proposer des sujets qui lui tenaient à cœur aux médias avec lesquels il avait envie de travailler. Lui, il n'est pas sorti. Mais j'ai 2 autres jeunes femmes, une qui est partie parce qu'elle n'a pas supporté une réflexion sexiste et raciste dans son média, elle a quitté le métier. Et une autre qui est partie pour des questions de sexisme aussi, et parce que, elle ne se sentait pas respectée, et 2, elle trouvait que ces sujets-là étaient, enfin on en parle plus après MeToo, mais voilà. Donc, il faut qu'ils tiennent, parce que c'est vrai que l'environnement dans lequel ils vont aller commence à se poser des questions vis-à-vis de cela, mais encore du chemin à faire par rapport à ces réflexions. Alors, peut-être pendant que vous avez le micro, un mot sur un secteur de la presse où il y a encore du chemin à faire en matière de diversité, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la presse régionale. La télé a été la première à bouger parce que c'est visible, de ce truisme, mais TF1 a ouvert quelque chose d'assez monumental avec l'arrivée d'Ariel Roselmack aux 20h, et le service public a suivi, il n'a pas été le premier. Et donc les télés aujourd'hui, un peu moins les radios, mais les télés aujourd'hui ont fait de réels progrès en matière de diversité. La presse régionale, qui bien souvent d'ailleurs ne signe même plus ses articles, donc on ne sait même plus qui est derrière, a je crois, un retard considérable dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on a un journalisme de centre-ville là qui est très induit par la nature des rédactions en presse régionale. Je pense que dans les embauches sorties des écoles, ça doit se sentir. Alors, ça dépend aussi des médias. Effectivement, le CSA, Patrick a parlé du CSA, mais c'est vrai que le CSA a quand même fait énormément pression sur les médias audiovisuels sur ces questions-là. Il n'y a pas l'équivalent dans les médias écrits numériques. Il n'y a pas une instance qui, effectivement, va vous imposer. Et c'est vrai que ça a été très coercitif dans le CSA. Il y a des médias qui ont bougé, mais faut être cash. Mais Mona Interman en parle aussi très librement, qui disait, on nous casse... je vais pas finir la phrase, mais avec ces histoires-là, mais voilà. Mais ça s'est quand même fait, effectivement, bon an, mal an. Dans les autres médias, ça dépend. Moi, je le vois dans les stages, au cours des stages ou dans l'apprentissage de mes étudiants. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il peut y avoir au niveau national, puisqu'on parle de la télé publique, encore des fonctionnements d'énormes machines qu'il est très difficile de faire bouger. Et par contre, j'ai des retours dans mes entretiens de rédaction en région où ils ont une capacité d'initiative incroyable. Donc, et par exemple, la PQR dont on parle, j'ai, j'allais dire, le pire comme le meilleur. C'est-à-dire, j'ai des retours d'étudiants où c'est très compliqué. Et puis, j'ai l'exemple de la montagne, par exemple, de ce groupe-là, où ils arrivent à attirer des jeunes parce qu'ils ont changé énormément de choses dans la conception de l'organisation de la rédaction, parce que les jeunes qui ont un projet, ils leur disent, Banco, tu testes ton projet, on l'essaie, puis si ça marche, on l'étend à la rédaction. Voilà. Encore une fois, il y a des vraies différences selon les médias. Alors, Sébastien, vous vouliez dire un mot également. On va s'acheminer vers les conclusions, peut-être en pointant pour chacun d'entre vous les priorités sur lesquelles il faudrait s'attarder pour que les choses progressent selon vous.
Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est reprendre du temps, que les rédactions reprennent du temps, forcément, pour aller dans les quartiers, pour prendre le temps de s'y installer. Il y avait une très belle initiative qui avait été prise par la rédaction d'Ouest France, encore une fois à Angers, il y a quelques années, juste avant les élections municipales, où elle avait installé, délocalisé sa rédaction en chef pendant une semaine dans un des quartiers de la ville. Alors, une semaine, c'est une semaine, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent mieux le quartier, mais je trouve que dans la démarche intellectuelle, déjà, c'était intéressant. Il faut que ça se multiplie, ce genre d'initiative. Ce qu'il faut qui se multiplie aussi, c'est les initiatives, on va dire, associatives, et qu'elles soient mieux accompagnées qu'elles ne le sont actuellement, me semble-t-il, parce que vous parliez des aides à la presse, monsieur, tout à l'heure. S'il y a des aides, par exemple, pour l'éducation aux médias, vers qui vont aller ces aides ? Est-ce que c'est encore les gros médias qui vont les récupérer pour accompagner l'éducation aux médias d'une manière générale, ou est-ce que c'est les associations locales qui œuvrent depuis des années sur le terrain, qui ont une meilleure connaissance finalement du tissu local pour refaire de l'éducation aux médias, comment fabriquer une information? Parce que moi, je suis persuadé aussi que tout ça passe par la production soi-même d'informations. C'est-à-dire que quand on arrive dans une école, dans un collège ou dans un lycée, et qu'on dit voilà comment voilà ce qu'il ne faut pas faire pour partager une fake news, vous avez ces outils techniques, vous avez ça, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de faire, quoi. C'est-à-dire on va faire un journal ensemble, on va faire une vidéo ensemble, c'est-à-dire qu'on retrace avec eux l'ensemble des processus de fabrication de l'information, et derrière, il y a une meilleure compréhension du système médiatique, forcément. Donc c'est beaucoup plus simple que ça. Et l'autre chose, je reviens aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, il faut faire ce genre de choses dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers populaires, appelons-les comme on veut, mais il faut le faire d'une manière et en direction des scolaires et des jeunes, mais il faut le faire avec l'ensemble de la population. Moi, j'ai fait des ateliers d'éducation aux médias avec des entrepreneurs. Ils ont appris plein de choses, à mon sens. Ceux qui partagent le plus les fake news, c'est les plus de 60 ans. Donc voilà, il ne faut pas stigmatiser un type de population, il faut faire avec eux, mais il faut faire avec l'ensemble de la population aussi, pour que ça fasse corps et cohésion finalement, quoi. Et pas seulement à l'école, mais aussi dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Et là, les mairies ont un grand rôle à jouer pour que l'éducation à l'information se fasse aussi dans les médiathèques et les bibliothèques, qui sont des lieux naturels de consultation de la presse en plus. Il y en a combien? 18 000, je crois, en France. Et il y en a encore très peu dans lesquels il y a des programmes d'éducation à l'information, parce que on renvoie toujours un peu vers le système scolaire. Et comme vous le dites très bien, la question de l'éducation à l'information ne s'arrête pas à l'école, mais jusqu'aux jeunes de 77 ans et plus. Patrick Evenot, qu'est-ce que vous préconiseriez en dehors de ce dialogue auquel vous appelez au travers d'une instance tripartite pour faire progresser tout ça? Beaucoup de choses. Alors ça va être compliqué parce que j'en ai pour 3 heures là. Donc en schématisant... Donc en 3 minutes, ça fait quoi? Oui. En schématisant, un conseil de déontologie ou un conseil de presse, c'est fondamental pour établir, organiser, susciter le dialogue, la médiation, etc. Ça, c'est fondamental. Alors après, l'éducation à l'information, c'est aussi très important. Mais moi, je me souviens, avant d'être professeur d'université, j'étais professeur au collège et au lycée de Bondy dans le 93. J'y ai passé 15 ans. Et je faisais de l'éducation à l'information sans le savoir, parce que quand je sentais qu'il y avait un problème, quand il y avait quelque chose j'en discutais, je parlais avec les élèves, et puis je leur demandais qu'est-ce qui se passe, etc. Ça pouvait être une affaire géopolitique ou une histoire de sport ou je sais pas quoi. Monsieur tout à l'heure disait que c'était en 2002 les premières affaires d'émeutes, et je renvoie vers la mer de Vaux-en-Velin. Moi, je me souviens de l'émeute du Mas du Taureau, 90, parce que j'y suis allé juste après à la MJC du Mas du Taureau pour parler. Je venais de sortir un bouquin sur la guerre d'Algérie, et ça retentissait parce qu'il y avait une forte communauté d'origine immigrée algérienne, et j'y suis allé, j'ai passé une soirée avec eux pour discuter, etc. Voilà, c'est ça le lien démocratique. C'est pas ma petite aventure personnelle, hein, j'en ai rien à faire, mais c'est ça le lien démocratique, c'est accepter de discuter et refuser de mettre l'opprobre en disant ceux-là c'est tous des vendus, ceux-là c'est tous des pourris, etc. Bon, c'est bien trop simple. Si on veut ressusciter du lien social, du consensus social,
On peut le faire, mais à condition d'accepter qu'on vit en société avec des gens qui sont des êtres humains comme nous, pas différents de nous, qui sont les mêmes, même s'ils sont... moi, je suis plutôt blond, il y en a d'autres qui sont plutôt bruns, etc., etc. Et alors? Merci, Carole Sterlet. Un mot également non pas de conclusion, mais de pistes à proposer. Délocaliser une semaine les rédactions en chef dans les quartiers, ouais, ce serait pas mal, les rédactions en chef. Toutes les rédactions en chef. Pardon? Les rédactions en chef, ça, bah bien oui, compris. Oui, les rédactions en chef, puisque nous, les rédactions, elles sont déjà dans les départements ou parisiens, enfin, on travaille sur nos territoires, donc... Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, effectivement, du côté des médias, une autocritique, et qu'on peut s'améliorer, et qu'il faut le faire collectivement, et avec d'autres professions aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça occulte non plus un autre débat sur l'état de droit. Je pense qu'il n'y a pas de zone de non-droit, il n'y a pas d'endroit où les journalistes ne peuvent pas aller, mais le droit ne s'applique pas partout pareil. Et dans ces quartiers dont on parle là depuis ce matin, je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Stéphane Gatignon ce matin, il y a aussi des questions de politique. Quand on parle de lien social, de confiance, de consensus, si la loi n'est pas appliquée pareil partout, la représentation ne sera pas la même partout, et je pense qu'on ne tendra pas vers une représentation normale aussi un traitement et oui, une représentation plus normalisée aussi des habitants qui y vivent. Merci, et on termine avec vous, Hélène Geoffroy. Donc, au terme de ce deuxième débat, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, en tant qu'édile de la Nation? Je voudrais... Elle a dit au début qu'elle éviterait de dire du mal du journaliste, je ne sais pas très bien pourquoi. Elle dit non, je vais essayer, pour ne pas braquer, de ne pas dire du mal des journalistes. Vous pouvez y compris dire du mal des journalistes. Non, je sais pas, après, moi, il faut que je pense aux futurs articles sur ma ville et tout. J'ai dit ça en plaisantant. Je pensais au maire de Trélazé. C'est une négociation anticipée. Voilà, c'est une négociation anticipée, vous l'avez compris. Je voudrais revenir sur 2-3 idées essentielles. Je vais faire le plus brièvement possible. Je suis très intéressée par l'idée du conseil de presse que vous avez évoqué, qui donne l'idée qu'il y a un recours. Ce qui est important dans notre pays, c'est de se dire qu'il y a des recours, quel que soit le sujet, et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aussi pour la presse comme il y a sur d'autres thèmes. Alors, je ne sais pas comment l'idée atterrira, mais je la trouve vraiment séduisante dans la forme. Je vais revenir sur la question de la diversification des profils. Il ne s'agit pas d'assigner les journalistes dans des fonctions en fonction de leur histoire, à des territoires en fonction de leur histoire personnelle. Mais malgré tout, et je vais faire référence à l'expérience de député que j'ai eue. Quand j'étais députée, j'étais à la fois députée de la Nation et en charge, avec mes collègues, de voter des lois d'intérêt général. Et dans le même temps, j'étais aussi la députée d'un territoire qui permettait de porter la voix de ce qu'on appelle les quartiers populaires, parce que j'ai une circonscription avec beaucoup de quartiers identifiés en politique de la ville. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'en fonction de son histoire et de l'endroit où on vit, on a un regard qui est de toute façon construit différemment et on apporte une diversité de points de vue, de jugement. Et donc, ça me semble, il ne s'agit pas que chacun travaille là d'où il vient, mais qu'il y ait des regards différents permet d'appréhender plus de complexité dans la réalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est un chemin qu'il faut poursuivre. Vous en parliez tout à l'heure de la difficulté. Et je ne confonds pas diversité et territoire, parce que dans un glissement, on est passé du sujet de l'image des quartiers au sujet de la diversité. Il y a une question qui peut être celle, la diversité en toutes ses formes, et les termes sont toujours insatisfaisants, et un sujet qui est celui des territoires, qui englobe beaucoup d'histoires personnelles très différentes, et qui font un seul amalgame en disant « vous êtes de Vaux-en-Velin », donc tout de suite un certain nombre de clichés, de stéréotypes décrivés. Donc, bon, nous en sommes... si on veut sortir, si on veut continuer à sortir d'un eux et nous, il faut construire effectivement des processus qui soient à l'échelle de la France. Et je partage avec vous que faire un média social pour un territoire, c'est comme lorsqu'on fait de la culture en politique de la ville, qui n'est pas faite au ministère de la Culture, c'est toujours dire on fait des choses particulières. Et le moment où nous en arrivons, nous, les élus des collectivités locales, c'est que nous sommes en train de créer, d'une certaine façon, et c'est ce qui peut être la vigilance que je veux porter, nos propres outils de communication, parce que
communication qu'on pourrait qualifier peut-être de propagande du point de vue des journalistes, parce que vous dites c'est les élus qui parlent de leur ville, ils feront de la propagande, mais c'est pas pour faire de la propagande simplement au sens j'ai fait ci et ça. C'est de se dire si d'autres n'arrivent pas à parler de nos territoires dans toute leur complexité, eh ben nous allons le faire nous-mêmes. C'est ainsi qu'à la métropole de Lyon, par exemple, est lancée pour tous les quartiers en politique de la ville une expérience de marketing territorial. Et c'est-à-dire que c'est simplement dire quel produit, et c'est peut-être là où j'ai un peu de... Je me dis ce serait un peu dommage que nous soyons finalement en train de travailler sur un produit qu'on va marketer pour le vendre aux médias en se disant peut-être que comme ça passera mieux. Et c'est avec les nouveaux types de médias qui sont tous les nouvelles possibilités de médias. Si l'on en arrive à finalement parler de façon si segmentée, je trouve qu'on perdrait de la richesse de ce qui est la façon aujourd'hui dont nous lisons les journaux au niveau national ou dans la PQR et avec la télévision aussi. Et donc, c'est sur cette vigilance-là et cet aspect-là où finalement, aujourd'hui, sur nos territoires, les réflexions sont en train de s'élargir et je ne voudrais pas que ça se traduise par une forme peut-être de fracture qui s'aggrave, mais qui n'est pas que celle des territoires populaires, vous l'avez dit. Hein. Il y a un sentiment général de défiance envers les journalistes, mais aussi envers les élus. Donc, pour cela, nous n'avons pas à nous envier les uns les autres sur ce sujet-là, puisqu'on nous reproche à nous aussi beaucoup de choses. Mais j'ai aussi, et je finirai là-dessus, quand même de l'optimisme, parce que toutes les études menées, on a vu celle de nos NPV ce matin, qui essaie d'expliquer, de faire mieux comprendre nos territoires en objectivant les chiffres, sont aussi traités par des médias sérieusement. Et j'espère que nous arriverons collectivement, pour le coup, parce que je pense que c'est un travail à mener entre les responsables des médias, les élus et les habitants, qu'à nous trois, nous arrivions à... Parce que nous avons une obligation de cohésion. Voilà, je vais finir là-dessus, une obligation de cohésion nationale. Nous arriverons en nous appuyant sur ce que nous sommes en train d'objectiver un peu dans toutes les études qui existent, que les chercheurs mènent, que nous arriverons aussi à transformer le regard, n'en étant plus que sur les ressentis que nous pouvons avoir les uns les autres, mais bien sûr des choses plus factuelles. Et il faut saluer aussi ce travail qui est fait aujourd'hui et dont j'espère que nous serons des relais efficaces les uns les autres. Merci beaucoup Hélène Geoffroy, merci à vous cinq. Et donc nous allons poursuivre dans les pistes à suivre. Je vais profiter quand même de ce micro pour parler d'un bébé qui m'est cher et qui est assez peu connu en fait. On va parler tout à l'heure des projets de création de Vue des quartiers, d'une agence de presse des quartiers, toutes choses qui peuvent donner des signes très très positifs pour la suite de nos sujets. Mais il y en a un qui est assez peu connu, c'est le dispositif de journalisme en résidence dans les quartiers politiques de la ville. C'est une idée qui m'est chère parce qu'elle est née aux assises du journalisme il y a 6 ans. Elle a été mise en œuvre par le ministère de la Culture à titre expérimental il y a 2 ans. Et donc je me aperçois que beaucoup d'élus ne la connaissent pas. Vous connaissez le dispositif des artistes en résidence, des écrivains, des plasticiens, des hommes de théâtre qui, depuis des décennies maintenant, grâce à des contrats entre l'État et les villes, peuvent intervenir dans les quartiers politiques de la ville. Et bien maintenant, ce dispositif existe pour des journalistes qui peuvent, sur le long cours, venir en support, en mentorat pour la création d'une web radio, pour aider un média social de proximité, pour faire de l'éducation à l'information. Il y a près de 200 postes qui sont financés cette année, 200 résidences. Et je pense que les villes, et notamment ce réseau Villes et banlieues, pourraient s'en saisir utilement, puisqu'il permet une rencontre entre les journalistes professionnels et les territoires. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Jérôme.